Le 15 octobre, 5 soldats russes sont entrés dans la ville de Pokrovsk, habillés comme de simples civils, gens, vestes ordinaires, aucun uniforme militaire. Ils ont caché leurs armes sous leurs vêtements et ont marché dans les rues comme s'ils étaient des habitants locaux. Mais ils ne l'étaient pas. Pokrovsk était autrefois une ville industrielle importante, avec plus de 80 000 habitants. Après des années de bombardements russes, moins de 1000 civils y vivent encore. La plupart sont des personnes âgées, qui ont passé toute leur vie à cet endroit et refusent pas de partir. C'est pourquoi les unités de drones ukrainiennes ont des ordres stricts de ne tirer sur personne habillé en civil, à moins qu'ils ne soient absolument certains qu'il s'agit d'un soldat russe. Et la Russie le sait. Elle utilise cette règle comme une arme. Ce jour-là, les 5 soldats sont arrivés au centre-ville et ont rencontré 3 civils, mais ils ont commis une erreur fatale. Un drone de reconnaissance ukrainien a tout filmé en vidéo. Chaque seconde, chaque mouvement, chaque tir. Les soldats russes se sont rendus compte qu'ils avaient été filmés et ont couru se cacher dans une gare ferroviaire voisine. Ils pensaient être en sécurité là-bas. Ils avaient tort. L'Ukraine n'était pas intéressée à faire des prisonniers. Ce qui s'est passé ensuite, c'était une justice rapide et définitive. Les drones ont localisé la station et ont éliminé les 5. Maintenant, vous pouvez penser que ce n'était qu'un incident isolé de plus dans la guerre, mais ce n'était pas le cas. Ce qui s'est passé à Pokrovsk fait partie de quelque chose de bien plus grand. Et, pour comprendre l'ampleur de cela, nous devons parler de ce que cette tactique russe signifie réellement. Lorsque des soldats s'habillent en civil pour attaquer l'ennemi, cela porte un nom spécifique en droit international. Cela s'appelle la perfidie, et c'est un crime de guerre selon la Convention de Genève. Mais le problème va au-delà de la loi. C'est un piège stratégique parfait. Pensez au dilemme impossible que cela crée pour les défenseurs ukrainiens. S'ils tirent sur quelqu'un en civil, ils risquent de tuer un innocent, et alors ils commettent un crime de guerre. Mais, s'ils ne tirent pas, ils permettent à des groupes d'infiltration russes d'entrer dans la ville, de recueillir des renseignements et d'attaquer les positions ukrainiennes par derrière. C'est un jeu sale. La Russie utilisait les propres lois de la guerre comme une arme contre l'Ukraine. L'Institut pour l'étude de la guerre a confirmé que ce n'était pas un cas isolé. Des groupes de 5 à 10 soldats russes faisaient des infiltrations répétées à Pokrovsk. Un commandant ukrainien a admis publiquement que ses troupes avaient du mal à distinguer les civils des soldats russes déguisés. Mais ensuite, l'Ukraine a découvert comment résoudre ce problème. Avec de la technologie et de la patience. Et par technologie, je veux dire des drones. Les drones ne servent pas seulement à attaquer. Ils surveillent, filment, collectent des preuves. Quand ce drone a capturé la vidéo des 5 soldats tuant des civils, il a fait 2 choses en même temps. D'abord, il a fourni la preuve légale. Cette vidéo montre clairement que les personnes en vêtements civils n'étaient pas des civils. C'était des combattants commettant une perfidie et assassinant des civils non armés. Avec cette preuve, la contre-attaque ukrainienne devient totalement légale selon le droit international. Deuxièmement, le drone a suivi les auteurs jusqu'à leur cachette et a permis aux forces ukrainiennes de les éliminer. Filmer d'abord, attaquer ensuite. C'est une victoire totale sur les plans tactiques, légales et informationnels, mais l'histoire ne s'arrête pas à Pokrovsk. En réalité, elle ne faisait que commencer. Alors que les drones ukrainiens rendaient justice sur le champ de bataille, quelque chose de bien plus important se passait à des milliers de kilomètres de là. Des agents du renseignement ukrainien travaillaient à l'intérieur même de la Russie. En Sibérie, la région de Kemerovo est clairsemée, pleine de charbon et de lignes ferroviaires. L'endroit parfait pour quelqu'un qui veut disparaître. Il y a même des rumeurs selon lesquelles Poutine aurait une cachette secrète là-bas, au cas où les drones ukrainiens s'approcheraient trop du Kremlin. Un bureau identique à celui sans fenêtre qu'il utilise dans toutes ses visioconférences. Oui, tu as déjà vu ? Eh oui, tous les bureaux de Poutine n'ont pas de fenêtre. Ce n'est pas une blague, c'est un choix parce que dans la grande Russie,
Les fenêtres sont l'une des choses les plus dangereuses pour l'élite russe. Pour revenir à la Sibérie, des responsables russes y fuyaient aussi la justice ukrainienne. Ils pensaient être en sécurité, mais comme le dit le proverbe, la justice a de longs bras. Les services de renseignement militaire ukrainiens, connus sous le nom de Direction principale du renseignement, ont identifié un officier russe appelé Veniamin Mazerin. Il se cachait en Sibérie depuis un certain temps. Il faisait partie d'une colonne militaire qui est restée bloquée près de Kiev en mars 2022. Pendant cette période, les forces russes ont occupé plusieurs villes autour de la capitale. Boutcha, Irpin, Rostomel. Il y a eu des rapports crédibles de torture, de disparitions forcées, de pillages et d'utilisation indiscriminée d'armes dans des zones résidentielles. Tout cela est un crime de guerre. Selon la police nationale d'Ukraine et le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, plus de 1000 corps de civils ont été retrouvés dans la région de Kiev pendant cette période. Rien qu'à Boutcha, environ 450 ont été découverts. L'ampleur et la nature de ces attaques ont fait de Boutcha un symbole de la cruauté de cette invasion. Et l'Ukraine a commencé à rendre sa propre justice pour chaque soldat impliqué. Mazerin a été identifié dès avril 2022. Les plans pour l'éliminer étaient en marche depuis lors. Il s'est enfui en Sibérie, pensant qu'il pourrait se cacher. Il n'a pas réussi. Il y a quelques jours, le direction principal du renseignement ukrainien s'est occupé de lui en utilisant une voiture piégée. Tout a été filmé et documenté. La justice a été rendue. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de vengeance, c'est une stratégie militaire coordonnée. L'Ukraine mène ce genre d'opération depuis un certain temps. Il cible des généraux russes, des colonels et des officiers. Et cela a un impact disproportionné sur les lignes de front. La raison ? L'armée russe fonctionne de haut en bas, plus que n'importe quelle autre armée moderne. Alors que les armées occidentales forment des sergents à prendre des décisions sur le terrain, la Russie dépend de façon obsessionnelle d'officiers expérimentés. Lorsque vous tuez un colonel russe, vous n'éliminez pas seulement une personne, vous paralysez toute une unité. C'est comme arracher le cerveau d'un corps. Le général américain Ben Hodges l'a parfaitement expliqué. Ces attaques ciblées compliquent la coordination des tirs, la logistique et l'emploi de la masse. Mais elles ont aussi un impact psychologique. Ces commandants, qui ont ordonné des attaques contre des cibles civiles et exécuté des prisonniers ukrainiens, savent maintenant qu'ils ne sont pas intouchables. Ils peuvent être traqués chez eux, où qu'ils se trouvent. C'est exactement ce que fait le Mossad, et l'Ukraine va continuer à le faire. Autant pour des raisons pratiques, afin de réduire la capacité russe, que pour des raisons psychologiques, pour que ces types sachent qu'il n'y a aucun endroit sûr. Maintenant, il y a une raison pour laquelle ces criminels de guerre ont peur. Et c'est parce que l'Ukraine a consacré d'énormes ressources à traquer et documenter chaque crime russe, chaque atrocité. Ensuite, ils publient tout pour que le monde voie, avant que la justice ne soit, disons, rendue. Il existe un rapport d'un expert militaire ukrainien qui explique cela. Il décrit comment toutes les structures et agences du pays font un travail important que peu de gens connaissent. Tous les crimes commis par les Russes contre le peuple ukrainien sont documentés et enregistrés. Et cela est fait de manière extrêmement minutieuse, car chaque crime de guerre porte un nom. Cela est traité par le département principal d'enquête du service de sécurité de l'Ukraine, le service de sécurité de l'Ukraine. Tous les fragments de scènes de crimes sont soigneusement étudiés et servent de preuve dans les dossiers d'enquête. Lorsque ce spécialiste a visité le bunker souterrain où l'une des unités était située, il a été choqué par l'ampleur du travail qui était accompli. Évidemment, il dispose de bases de données sur ordinateur, mais l'équipe a recréé une immense visualisation de la structure de l'armée russe. Photographies, noms, grades, postes, chaînes de commandement et de contrôle.
Chaque ordre criminel porte un nom et un prénom spécifiques. Vous pouvez être sûr que les Ukrainiens n'oublieront jamais et ne pardonneront jamais. Le département surveille de près les exécutions de prisonniers de guerre et de civils. Beaucoup pensent que ces choses sont faites dans l'armée russe sur décision de simples soldats. Non. Ces ordres sont soigneusement coordonnés d'en haut, et ces personnes au sommet ont aussi des noms et des postes. Et ce ne sont pas que des rumeurs. Il existe des preuves d'appels radio interceptés entre des commandants russes et des soldats sur le champ de bataille. On peut entendre des commandants russes dire clairement de tuer tout le monde. Ce n'est pas un soldat agissant seul, c'est un ordre direct d'un commandant. Et cela a été enregistré en audio. Il y a une autre interception qui montre des exécutions de prisonniers de guerre. L'Organisation des Nations Unies a documenté une augmentation significative des allégations crédibles d'exécution de prisonniers de guerre entre septembre et novembre 2024. 19 incidents distincts, impliquant au moins 62 victimes individuelles. Ce ne sont pas des cas isolés, c'est une politique systématique. Maintenant, il y a des personnes spécifiques derrière ces crimes, et l'Ukraine en a identifié beaucoup, et a publié leurs noms publiquement. Il y a 2 semaines, une agence de renseignement ukrainienne appelée Molfar a identifié certains des soldats russes impliqués dans le massacre de Boutcha. Tout d'abord, il y a Alexandre Dossiagaïev. Il est l'un des principaux commandants à Boutcha, responsable de tous les crimes. L'agence de renseignement a publié une photo de lui avec sa famille, qu'il a prise au Nouvel An. Ensuite, il y a Artem Gorodilov. Il est lié à plus de 40 crimes à Boutcha. Et il y a 2 ans, il a été arrêté en Russie pour des accusations de fraude. Ce sont ces personnes que la Russie fait sortir des prisons et envoie en première ligne, où elles commettent des crimes de guerre. Quand ils retournent en Russie, ils reprennent leurs vieilles habitudes. Les services de renseignement ukrainiens ont publié une photo de sa famille, et en dessous, le crime qu'il a commis à Boutcha. Le suivant est Azadbek Omurbekov. Ce type est surnommé le boucher de Boutcha, car il est le principal responsable des massacres de civils dans cette ville. Encore une fois, une photo de lui dînant avec sa femme a été trouvée et publiée par les services de renseignement ukrainiens avec le crime commis. Le dernier est Nikolai Sokovikov. Ce type a tiré dans le dos de 2 civils ukrainiens qui ne faisaient que marcher. L'action a été filmée par une caméra vidéo. Voici une photo prise avec sa famille, après avoir tué des civils à Boutcha, et dessous, la vidéo de son crime réel. Une caméra de sécurité l'a filmé. Nous avons la date exacte et la minute à laquelle cela s'est produit, car tout a été filmé par la caméra. Vous comprenez la situation ici ? Ce n'est pas seulement de l'identification. Cette stratégie fonctionne sur 4 fronts, en même temps. Sur le champ de bataille, des drones filment et frappent. Sur le front secret, la direction principale du renseignement élimine des cibles importantes en Russie. Sur le front juridique, avec le service de sécurité de l'Ukraine qui documente tout pour les tribunaux internationaux, et sur le front psychologique, avec l'exposition publique de ces criminels de guerre. Je sais que cette vidéo s'est concentrée sur beaucoup de violence, mais c'est la réalité de la guerre. La mort est mauvaise et doit être évitée. Mais c'est la façon dont l'Ukraine a trouvé de rendre justice par ses propres moyens. Il existe une citation célèbre qui dit « La paix sans justice, c'est la tyrannie ». Et l'Ukraine est tout à fait dans son droit de rechercher la justice pour ses citoyens qui ont été massacrés par les forces russes. Maintenant, je voudrais connaître votre avis. Pensez-vous que cette stratégie ukrainienne de poursuivre les criminels de guerre, même à l'intérieur de la Russie, est justifiée ? Répondez dans les commentaires. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de voir ça. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine!